Coucou tout le monde, ici Manocytocine pour ce dernier cours de Tute Rentrée. J'espère que les derniers cours se sont bien passés et que vous avez plutôt bien compris. Si ce n'est pas le cas, posez des questions, on est là. Donc aujourd'hui, nous allons voir les modifications cardiovasculaires et hémodynamiques, les modifications respiratoires et enfin les modifications hématologiques. Donc au cours de la grossesse, on a une augmentation du travail cardiaque. Je pense que vous vous en doutez, on a un deuxième être avec nous, le cœur va forcément plus travailler. La volémie est une caractéristique essentielle de cette adaptation cardiovasculaire. D'une part, grâce à l'installation d'une vasodilatation artérielle qui va permettre une résistance, mais aussi grâce à l'hypervolémie. Les œstrogènes ont un rôle là-dedans, on le voit juste après. Tout cela nous permet d'avoir une augmentation du volume plasmatique qui est plutôt positif. Donc, je vais vous parler des œstrogènes, parlons des hormones que vous avez déjà vu au S1. Donc, les œstrogènes augmentent la fréquence et le débit cardiaque, augmentent les débits circulatoires et la contractilité du myocarde. Donc, si on résume, on voit que les œstrogènes, ils ont vraiment une action d'augmentation d'un point de vue cardiaque à proprement parler au niveau du cœur. Et vous verrez que la progestérone arrive juste après et permet l'adaptation vasculaire à cette hypervolémie provoquée par les œstrogènes et permet par un relâchement des parois veineuses et des sphincters capillaires en augmentant la capacité du lit vasculaire. Donc les œstrogènes ont vraiment la part centrale et la progestérone intervient juste après pour permettre l'adaptation à l'hypervolémie. Le débit cardiaque, il augmente de 30 à 50% pendant la grossesse, ce qui est quand même beaucoup. Quand on voit ça une première fois, on se dit « Ah oui !» Il dépend de 3 facteurs. La fréquence cardiaque qui augmente de 15%, le volume d'éjection systolique qui augmente de 30%. Ici, faites attention aux valeurs numériques. La prof peut faire un piège en disant la fréquence cardiaque augmente de 30% alors que c'est le volume d'éjection systolique. Voilà, ça sera probablement des petits pièges comme ça, donc essayez de retenir ces valeurs numériques. Et enfin, la position maternelle. Donc, en référence, quand une femme est enceinte, elle est en décubitus dorsal sur le dos. Du coup, décubitus dorsal, le dos. Et quand elle est dans cette position, il y a la veine cave inférieure qui est comprimée par l'utérus, par le corps. Elle est comprimée, ce qui fait une hypotension artérielle. Et le bébé est hypoperfusé. Diminution du rythme cardiaque du bébé. C'est physiologique, c'est pas grave. Mais si on suspecte une anomalie, on va déplacer la femme enceinte en décubitus latéral gauche pour voir si son rythme cardiaque va être modifié, s'il augmente, s'il diminue. Donc voilà, position de référence décubitus dorsal. Si on veut voir s'il y a un problème, on se la met en décubitus latéral gauche. La pression artérielle, elle est fonction du débit cardiaque et des résistances périphériques. Malgré l'augmentation du débit cardiaque, la pression artérielle diminue de 20 à 30%, puis elle revient à la normale en fin de grossesse, tout cela étant proportionnel aux modifications des résistances périphériques. Jusque-là, normalement, ça va, je n'ai pas forcément plus de détails à vous donner. C'est tout à fait normal, en fait, que ça change un petit peu. Alors, la pression veineuse. Dans les membres supérieurs, elle est inchangée. Dans les membres inférieurs, en contrepartie, elle augmente beaucoup avec la compression des gros vaisseaux par l'utérus. Donc, forcément, comme je vous ai dit, quand elle est allongée, ça comprime par exemple la veine cave inférieure. Et donc, c'est dans ces cas, quand vous voyez les femmes enceintes avec les jambes un peu gonflées, qui se plaignent justement d'avoir mal aux jambes, c'est parce qu'elles ont l'apparition d'œdème et de varices. C'est pas forcément grave dans le sens où c'est physiologique d'une certaine façon, mais il y a forcément des traitements pour pouvoir résoudre cela. Donc voilà, au membre inférieur, ça augmente beaucoup. L'irrigation périphérique augmente essentiellement au niveau rénal, pulmonaire et cutané. En effet, d'un point de vue cutané, le flux sanguin il double au niveau des seins et il est multiplié par 6 au niveau des mains. Quand vous regardez les mains d'une femme enceinte, vous voyez qu'en général, elles sont rouges et qu'elles sont très boursouflées, surtout au niveau des doigts. Donc c'est pour ça que les bagues de mariage chez les femmes enceintes, en général, on les enlève parce que comme les doigts ils gonflent, voilà, après elle peut plus l'enlever. Voilà, petit détail qui n'est pas dans le cours, mais c'est intéressant de le savoir. On a ensuite les modifications anatomiques et histologiques. Certaines de ces modifications apparaissent très tôt parce que l'utérus va rapidement prendre de la place. Donc l'organisme est assez bien fait pour faire en sorte que notre thorax s'adapte en fait à ces modifications. Par exemple, les côtes inférieures vont s'évaser afin de laisser de la place. L'angle xiphoïdien passe de 70 à 105 degrés. Toutes ces comment ça s'appelle toutes ces notions anatomiques, vous les verrez en anatomie, ça paraît logique.
On a aussi le diaphragme qui s'élève de 4%, le diamètre antéro-postérieur du thorax qui augmente de 2 à 3 centimètres. J'ai dit diaphragme s'élève de 4%. Je sais plus, mais c'est de 4 centimètres, désolée. On a une hypotonie des abdominaux. Exemple tout concret, vous avez une femme enceinte qui est allongée. Elle a beaucoup de mal à se lever, déjà parce qu'à partir du 2e, 3e trimestre, elle a un ventre qui est assez prédominant, mais aussi du coup à cause de l'hypotonie des abdominaux. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aide pour la relever dans ces moments-là. Et on a une congestion de l'arbre respiratoire. La femme enceinte a un peu du mal à respirer, mais on le verra juste après. Du coup, d'un point de vue fonctionnel, on a une augmentation du débit sanguin pulmonaire, une augmentation de la captation de l'oxygène par minute et une augmentation des besoins en oxygène de 20 à 30%. Forcément, il faut de l'oxygène pour pouvoir pour le fœtus et le placenta. Mais qui dit une augmentation des besoins, dit une augmentation de la fréquence respiratoire, dit que la femme va beaucoup respirer en peu de temps, qui va provoquer un essoufflement, ça va pas être forcément très agréable. Et du coup, voilà, elle va beaucoup respirer, elle peut être en dyspnée. Donc, faut pas forcément s'inquiéter si vous croisez une femme enceinte à peu près vers le 2e trimestre, si vous voyez qu'elle respire beaucoup, c'est normal. D'un point de vue de la volémie et l'érythropoïèse, on a vu à la première diapo que le volume plasmatique il augmentait de 30 à 40%. Plutôt, on a vu qu'il augmentait et il augmente précisément de 30 à 40%. L'expansion de la masse érythrocytaire, elle débute plus tardivement et permet une augmentation de plus de 20% du volume globulaire. Donc le volume plasmatique, c'est par rapport à l'hypervolémie, ça va permettre d'adapter par rapport à l'augmentation du débit cardiaque. Le volume globulaire permet de s'adapter aux besoins d'oxygène, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mieux respirer. Et l'hémodilution relative met en place une anémie physiologique de la grossesse, qui est tout à fait normale pour prévenir un peu tout ce qui est hémorragie de la délivrance. Donc on a un taux bas d'hémoglobine qui n'est pas forcément du coup signe d'anémie chez la femme enceinte. Si on avait ce même taux chez une personne lambda, on pourrait s'inquiéter, là il n'y a pas de problème. En revanche, si on a un taux élevé d'hémoglobine, ça peut être témoin que l'expansion plasmatique est insuffisante, ce qui est pathologique, parce que qui dit expansion plasmatique insuffisante dit qu'on capte pas assez bien l'oxygène. Donc c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc on a plusieurs composants. Le fer, par exemple, qui est indispensable à la synthèse de l'hème. Les besoins quotidiens sont multipliés par 6 pendant la grossesse. Ils passent de 1 mg par jour au début à 6 mg par jour à terme. Et à peu près, il faut 1000 mg au cours de la grossesse. Alors, sur cette partie, ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on va supplémenter ou pas. Donc vraiment, retenez ça. Le fer, on ne va pas le supplémenter systématiquement. Tant qu'on ne dépasse pas une limite, par exemple de 11 mg, ben on va pas on va pas donner du fer en plus. C'est une fois qu'on a dépassé la limite qu'on en donne. Ce n'est pas systématique, retenez-le. Les folates, acide folique, vitamine B9, ça participe à la synthèse de l'ADN. Les besoins sont aussi augmentés pendant la grossesse. S'il n'y en a pas assez, c'est un facteur favorisant les anomalies de fermeture du tube neural que vous verrez en embryo. Donc là, vous vous doutez bien que si on n'y en a pas assez, ça va être très problématique. Donc pour ça, on a une supplémentation systématique en préconceptionnel. On retient. Et enfin, la vitamine B12 qui permet l'entrée de l'acide folique dans les globules rouges immatures. Les besoins sont en général par une alimentation équilibrée, donc on ne va pas le supplémenter, vraiment c'est un peu le moins important. Donc si on récapitule, on retient, on supplémente systématiquement les folates, d'accord? Systématiquement en préconceptionnel. Retenez vraiment, c'est le plus important de cette diapo. Par la suite, la numération sanguine. La numération formule sanguine. Donc le taux de globules blancs, il augmente à partir du 2e trimestre. La femme enceinte est du coup en hyperleucocytose. C'est plutôt normal. Donc on va avoir toutes ces valeurs, vous allez les voir, plutôt toutes ces notions, vous allez les voir en histo. Les polynucléaires neutrophiles augmentent, les polynucléaires basophiles diminuent, les éosinophiles restent stables, les monocytocytes restent stables et les plaquettes diminuent légèrement en fin de grossesse. Alors, à part vous dire d'apprendre tout ça comme ça, je peux pas vous dire beaucoup de plus parce qu'on n'a pas forcément plus de détails. Vraiment, ça a été un peu balancé comme ça, toutes ces informations. Donc voilà, retenez ce qui augmente, retenez ce qui est stable et qui diminue. Mais par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière, on n'a pas eu plus. Donc peut-être que j'adapterai si la prof rajoute des choses au cours.
Les électrolytes, on a le sodium, le potassium et le chlore qui restent relativement stables. Le calcium et le magnésium, eux, diminuent parce que ils sont beaucoup transmis au bébé. Donc forcément, si le bébé a plus de calcium et magnésium, la mère en aura un peu moins. Et les bicarbonates diminuent parce que pour s'adapter à l'alcalose respiratoire physiologique dont est la mère, donc forcément les bicarbonates vont s'adapter. D'un point de vue de l'hémostase, qui est modifiée dès le début de la grossesse, en fait, la plupart des facteurs de coagulation augmentent. Les inhibiteurs physiologiques de la coagulation et la capacité fibronolytique diminuent. En fait, du coup, la femme est en état d'hypercoagulabilité. Pour prévenir l'hémorragie de la délivrance, le corps de la femme enceinte est vraiment très très bien fait et permet vraiment de la préparer au moment de la délivrance, qui est vraiment une période à risque. Il y a pas mal de problèmes qui peuvent arriver à ce moment-là. Donc c'est vraiment très important que le corps s'adapte comme ça. Par la suite, on a les marqueurs biologiques de l'inflammation. La vitesse de sédimentation, elle est très augmentée pendant la grossesse et donc elle a aucune valeur diagnostique. En revanche, la CRP n'est pas modifiée et reste stable. Ça, vous le surlignez comme pas possible. Faut retenir. La CRP pas modifiée, elle reste stable. Ce qui nous permet du coup de servir comme diagnostic des marqueurs biologiques de l'inflammation et notamment des suspicions d'infection. Voilà, c'est pas plus à dire là-dessus. Et c'est terminé. Donc, il restera une dernière partie normalement des modifs physio, mais je vous la sortirai quand les cours sortiront à la fac. Par rapport à cette deuxième partie des modifs physio, on a vraiment dégrossi le plus gros là maintenant. Dans ma fiche, que quand le cours sera sorti à la fac, je vous referai une fiche où on rentrera plus dans les détails. Mais si déjà vous arrivez à retenir tout ça, c'est déjà beaucoup. Pour l'examen blanc, je poserai vraiment que des questions sur ce que j'ai dit ici. Je vais me réécouter la vidéo pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et sur la fiche que je vous posterai, normalement, vous la verrez très rapidement sur le forum. Donc bon courage pour ce début de semestre, ça va bien se passer, on croit en vous. Et si vous avez des questions, on est là.